Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Pierre Vels. Je suis ingénieur de formation, mais j'ai surtout travaillé dans le domaine des sciences sociales. J'ai fait partie du petit groupe de chercheurs, d'universitaires, d'historiens, etc., qui a accompagné cette démarche un peu dès le début pour dire un peu notre appui à cette magnifique initiative. Alors, on m'avait demandé de vous parler de l'histoire de l'industrie en un quart d'heure, c'est un challenge. Et puis ce matin, en me réveillant, je me suis dit non, je ne vais pas parler de l'histoire, on va parler du futur et du présent. Je pense que c'est quand même peut-être aujourd'hui plus intéressant. Alors 50 fois 50, ça veut dire quoi? C'est le miracle de l'industrie. C'est l'unité de la valeur produite par heure de travail au cours du siècle, des 2 siècles, on va dire, derniers, a été multipliée par 50. Donc c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et c'est grâce à ces gains fantastiques de productivité qu'on est aujourd'hui dans le monde qu'on connaît. Alors, par exemple, ça nous a permis de faire des objets comme ça. Vous voyez, ça, vous reconnaissez, c'est une voiture avec un nombre quand même extraordinaire de pièces. Et là, vous ne voyez pas le logiciel, vous ne voyez pas l'informatique, vous ne voyez pas l'électronique qui représente aujourd'hui une grande partie du produit. Et le prix de vente médian de ça, aujourd'hui en France, j'ai regardé hier, c'est de l'ordre de 24 000 euros. Donc il faut bien se rendre compte de la prouesse fantastique, du miracle que c'est d'avoir tout ça pour 24 000 euros. Vous comparez à ce que vous avez dans d'autres domaines, je ne sais pas, chez des avocats ou dans d'autres secteurs pour 24 000 euros. Vous voyez que c'est quand même tout à fait fantastique. Mais on a tendance à penser que ce miracle de l'industrie, il vient essentiellement de la technologie. C'est vrai que la technologie a énormément progressé. On est aujourd'hui dans un monde hyper technologique. Mais il me semble qu'en réalité, ce qui explique le miracle, c'est beaucoup plus l'organisation, la capacité des hommes à organiser le travail de manière novatrice, toujours renouvelée, qui explique les différences. Alors je vais quand même, puisque j'avais initialement prévu de vous parler de l'histoire, on va faire l'histoire non pas en 15 minutes, mais en 3 minutes, en 4 minutes. Et je vais vous montrer quelques slides. Alors voilà, ça c'est... vous reconnaissez l'Arsenal de Venise. En fait, l'Arsenal de Venise, c'est pour moi le lieu fondateur de l'industrie. Ils ont tout inventé. La division du travail, le contrôle qualité, etc. Tout ce que vous trouvez aujourd'hui dans les usines, vous l'aviez déjà à ce moment-là dans l'Arsenal de Venise, mais les technologies, évidemment, étaient totalement traditionnelles. Hein. Les charpentiers, les gens qui fabriquaient les cordes, on avait des méthodes qui étaient celles de l'artisanat. On a ensuite, vous voyez, là, on est dans les usines Singer à New York au milieu du 19e siècle. Vous avez encore finalement, vous avez commencé à avoir des machines, vous avez l'énergie qui est distribuée, mais vous avez encore énormément finalement de techniques traditionnelles. Et d'ailleurs, les gens font toujours l'ajustage des pièces à la main. Hein, on n'est pas encore dans l'interchangeabilité des pièces. Et puis on change de, vous voyez, je vous avais dit que ce serait rapide. Ça c'est, après on va dans la massification fordienne. Voilà, l'immense usine de River Rouge à Detroit. Et une autre image, vraiment l'industrie de masse, la fameuse Ford T, qui peut avoir toutes les couleurs, comme vous savez, à condition qu'elle soit noire. Mais vous voyez, ça sur la partie droite de l'image, pour moi, là, vous avez en fait la première chaîne d'assemblage, et vous voyez à quel point la densité humaine est encore forte autour de cette chaîne d'assemblage. Hein, c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les usines, puisque ce qu'on connaît aujourd'hui dans les usines, c'est plutôt ça. Et là, j'ai pris une image en Chine, qui est plutôt réputée pour la quantité de main-d'œuvre qui est censée être... vous voyez que là, on est complètement dans la technologie, dans la fabrication. Il n'y a plus d'hommes vraiment apparents, en tout cas sur le plateau technique. Et... voilà, ça c'est, vous voyez, la technologie, ça c'est une image de, c'est la tripaille, on va dire, dans un grand télescope, c'est de l'industrie aussi, c'est de la haute précision, etc. Mais en réalité,
Ce qui explique vraiment les gains de performance, ce n'est pas uniquement cette technologie, c'est même pas premièrement cette technologie, c'est... Alors ça ne marche pas. Ah voilà, c'est ça. Et j'ai pris volontairement une image de gens qui ne sont pas dans des usines, qui travaillent aujourd'hui entre eux. Je pense que ce qui explique qu'aujourd'hui, vraiment, véritablement, la progression, c'est cette capacité d'organisation et que le grand paradoxe, c'est que plus le monde est technologisé, comme on vient de le voir dans ces images-là, plus on a besoin, en fait, du travail humain. Pas directement sur les chaînes de fabrication, mais autour des chaînes de fabrication, en amont, en aval, etc. C'est ça que je voudrais essayer de vous montrer rapidement. Les quelques thèmes qu'on a été amenés à en mettre en avant, je vais vous les défiler rapidement. Le premier, c'est effectivement d'insister sur le fait que l'entreprise, l'usine, aujourd'hui, l'industrie, c'est fondamentalement une communauté d'hommes et de femmes et que c'est ça qui fait la différence, hein, et pas la technologie. Vous avez des sites aujourd'hui qui ont les mêmes technologies, qui ont des technologies de pointe. Ce qui fait la différence, y compris la différence de compétitivité, c'est la capacité des hommes à se servir intelligemment de ces machines, à se projeter dans l'avenir et à travailler ensemble. C'est les mots-clés que j'ai mis ici, intelligence, passion, parce que sans passion, l'intelligence ne sert pas à grand-chose, et puis le mot de coopération. Comme vous savez, pendant très longtemps, les usines que je vous ai montrées, on a mis l'accent sur la division du travail. Il fallait découper le travail, c'est Charlot dans les temps modernes, vous connaissez tout ça. Il y a eu dans les années, justement, au moment où la technologie a commencé à se densifier, il y a eu dans les années 80, 90, un changement de modèle complet, parce qu'on s'est rendu compte que ce système-là ne fonctionnait plus. Que la division du travail à l'ancienne, elle était non seulement socialement inacceptable, mais elle devenait aussi économiquement, techniquement, tout à fait contre-productive. Et on s'est aperçu qu'au fond, ce qui faisait marcher les entreprises, c'était la qualité de la communication qui existait entre les humains. C'est ça qui faisait la différence. Alors évidemment, quand je parle de communauté, ça, c'est un petit côté bisounours, quoi. On sait bien que c'est pas toujours comme ça, qu'il y a des conflits et que le passé de l'industrie a été souvent difficile. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut réinventer véritablement un nouveau monde social dans l'entreprise. Je ne parle pas seulement des relations sociales entre le patronat, les syndicats, etc. C'est plus général. Et il faut le faire en phase avec les nouvelles valeurs de la jeunesse, parce que c'est les jeunes qui vont faire l'industrie de demain. Et ces nouvelles valeurs, c'est quoi? C'est la recherche d'autonomie. Les gens veulent être maîtres de leur parcours de vie de manière générale. Ils veulent être maîtres de leur temps. L'autorité à l'ancienne, ça passe plus. La deuxième valeur, c'est le sens. Les gens ont envie que, à tous les niveaux aujourd'hui, chacun doit pouvoir trouver du sens dans ce qu'il fait. Et le sens, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, c'est de manière plus globale. Et puis c'est aussi la volonté d'être concret, de pouvoir toucher ce qu'on fait. Et là, je pense que l'industrie a un avantage compétitif considérable par rapport, par exemple, à d'autres secteurs comme la banque ou d'autres, où on voit moins bien quand même le résultat. C'est quand même toujours une fierté formidable de voir l'objet qu'on a fabriqué. Voilà. Le deuxième point, évidemment, c'est la fameuse question du rapport à la nature. Il faut qu'on invente un nouveau... Ah, il y a un problème dans mes slides. Je reviens en arrière. Il faut qu'on invente un nouveau rapport à la nature. L'industrie, il faut le reconnaître, elle s'est construite sur une base prédatrice, avec l'idée que les ressources du monde étaient infinies. On sait aujourd'hui qu'on est dans un monde avec des ressources finies, et donc il faut inventer véritablement une industrie qui soit compatible avec les questions environnementales. On en est encore assez loin, il faut bien le dire. Il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais il ne suffit pas d'optimiser les process. L'industrie aujourd'hui, c'est si on prend les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution de manière générale, elle est loin derrière les transports, en tout cas dans nos pays, et à peu près à l'égalité avec l'agriculture. Donc c'est bien, on peut dire on a fait des progrès. Mais il reste énormément de progrès à faire à l'échelle mondiale. Et par exemple, je vous donne simplement un exemple qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps. On nous montre sans arrêt, on nous montre souvent à la télévision ou ailleurs, c'est les drames que produit, par exemple, sur la biodiversité marine, les plastiques.
Or, vous ne savez peut-être pas que l'industrie du plastique, aujourd'hui, elle n'est pas du tout en rétraction, elle est en pleine expansion, et même en plein boom. Il y a eu 180 milliards de dollars dépensés au cours des 5 dernières années aux États-Unis pour créer de nouvelles unités pétrochimiques, et la production de plastique est devenue le principal driver de la consommation de pétrole dans le monde avant les transports. Donc, quelque part, on marche sur la tête quand même. Hein, voilà. Alors, ce n'est pas la responsabilité de l'entrepreneur individuel, c'est une responsabilité collective, mais il faut qu'on soit capable d'inventer une nouvelle façon de concevoir les produits, pas simplement d'améliorer les process, des produits recyclables, etc., etc. Donc, immense enjeu. Troisième enjeu, il faut inventer, là encore, je réutilise ce terme, de nouvelles formes de compagnonnage entre les hommes et les machines. Alors, c'est là que mon slide précédent, voilà. L'image que le public se fait de la question de l'automatisation aujourd'hui, c'est la substitution. On va substituer des robots aux personnes, hein, et donc les personnes ont peur pour leur emploi, évidemment. La réalité, ça ne va pas être ça va être ça de temps en temps, mais la réalité massive, c'est qu'on va travailler autrement avec les machines physiques, et puis la partie logicielle, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Et donc, vous voyez, là, j'ai listé quelques-unes des nouveautés qu'on va trouver. Ce sont des nouveautés qui sont, pour l'essentiel, de nouvelles appuis, en fait, aux hommes, soit pour la physique, des exosquelettes, par exemple, pour déplacer des charges lourdes, des cobots, etc., etc., soit sur le plan mental, pour nous aider à travailler mieux dans le monde de demain. Donc il y a un immense champ qui est à la fois pratique et de recherche, qui est les systèmes hybrides, qu'on connaît déjà dans les avions, qu'on connaît dans les trains, qu'on connaît dans les salles d'opération, mais qui vont se généraliser un petit peu partout, y compris d'ailleurs dans notre vie quotidienne. Quatrième aspect, alors ça c'était le slide précédent pour illustrer la question écologique. Autre aspect, il faut qu'on ait une industrie, j'enchaîne très bien avec ce qui a été dit tout à l'heure, qui soit réconciliée avec le monde de la culture. Il y a eu dans l'histoire industrielle des moments très forts, je pense par exemple en Allemagne, au Werkbund ou au Bauhaus, où le monde de la culture et le monde de l'industrie ont vraiment travaillé ensemble. L'industrie, c'est aussi une affaire d'imaginaire, c'est une affaire d'utopie. Les artistes ont leur place dans le monde industriel. Cette alliance, elle s'est pas mal délitée. Hein. Aujourd'hui, on a un peu deux mondes. On a un monde de la culture qui souvent a une image extrêmement négative de l'industrie, puis le monde de l'industriel. Il y a des gens qui font des ponts, mais enfin, il n'y en a pas tant que ça. Et donc là aussi, il faut penser à l'avenir en termes de nouvelles formes d'alliances, alors d'autant que les technologies le permettent. Vous voyez, ça, c'est avec des technologies additives. Ça, vous pouvez toujours essayer de faire ça sur une machine à usiner traditionnelle, ce genre d'objet. Voilà. Et puis, j'avais les artistes, comme souvent, montrent la voie. Vous avez eu un bel exposé tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là. Je vous invite, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça m'a frappé, à aller sur le site de Neri Oxman, qui est plus connu des lecteurs de Closer comme l'ancienne petite amie de Brad Pitt, mais qui est une artiste absolument extraordinaire et qui développe ce qu'elle appelle la material ecology. Elle est israélo-américaine, elle travaille au MIT. Et par exemple, cette espèce de chose au milieu que vous voyez, c'est de la soie, mais avec des vers à soie qui sont en bas et qui développent ça directement sur un espèce de châssis que les hommes ont fabriqué. Et ça, je pense qu'il y a une des voies d'avenir, c'est qu'on va travailler de plus en plus avec le vivant. Hein, pas seulement au niveau microscopique, mais aussi à des niveaux macroscopiques. Enfin, il y a plein de pistes comme ça tout à fait fascinantes. Et puis, le dernier point que je voulais soulever, c'est que l'industrie de demain, ce n'est pas seulement l'industrie des objets. Ce sera même de moins en moins l'industrie des objets. Ça, c'est une thèse à laquelle je tiens beaucoup. Moi, j'appelle ça le monde hyper-industriel. C'est un monde dans lequel l'industrie va fournir essentiellement des services, des expériences, et pas seulement cette incroyable accumulation d'objets dont on voit bien qu'on ne va pas sortir. Et par exemple, les sujets comme la ville, les sujets comme l'agriculture, les sujets comme la mobilité sont des sujets demain pour l'industrie, pas seulement les objets. Si vous prenez la voiture, par exemple, la voiture autonome, ce qui est intéressant dans la voiture autonome, ce n'est pas le gadget de la voiture qui roule toute seule, c'est le fait qu'elle va pouvoir répondre à des demandes individuelles différentes et que l'important,
là où la valeur va se créer, c'est dans le système qui va gérer l'ensemble, le système qu'on ne verra pas, mais qui est du logiciel, etc. La santé est un sujet absolument fondamental pour l'industrie de demain. Et donc, vous voyez toute cette connexion directe entre les besoins des individus et, au fond, des systèmes collectifs où on sort complètement de l'usine au sens classique du terme. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et je ne sais pas si j'ai tenu mon temps. La dernière image, c'est aussi une image d'artiste. C'est un artiste africain. Et je vais aussi donner un petit coup de chapeau à l'Afrique parce que l'Afrique, c'est aussi un continent industriel de demain.